On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous fait découvrir un nouveau sport, le horseball. Donc, on joue au ballon avec des chevaux. Ça existe en Europe et ça s'est implanté ici, en Amérique du Nord, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, nouvelle réglementation à l'égard des pesticides. Ça entre en vigueur à Saint-Jean le 1er juin qui vient. À compter du 1er juin de cette année, les pesticides à usage esthétique seront interdits à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait déjà plusieurs semaines, voire quelques mois, dont on parle de ce sujet. Même on en discutait dans l'ancien conseil de ville. Et le nouveau conseil a terminé le travail, a fait son lit, a pris des décisions politiques concernant cet enjeu-là. Ça concerne aussi des entreprises qui sont dans le domaine, qui avaient également de leur côté certains enjeux liés à cette réglementation. Maintenant, voici, le conseil a voté le règlement. Il sera donc en vigueur le 1er juin. La question, c'est qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? On a invité Francine Van Winden, qui est la chef de la division environnement et développement durable à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'était quand même un long processus. Oui, oui. Parce qu'il y avait... Le diable est dans les détails, j'imagine, quand on bâtit un règlement comme celui-là. C'est un projet qui a été initié en 2019 dans mon équipe, à commencer à voir jusqu'où on voulait aller, quelles étaient les meilleures pratiques à inclure dans ce projet-là. Donc oui, ça l'a cheminé. C'est un dossier qui a été traité plusieurs fois au Comité en environnement et développement durable avant d'arriver dans un règlement en bonne et due forme. En fait, l'été dernier, finalement, il a été présenté au Conseil en avis de motion au mois de septembre de l'année dernière. Est-ce qu'on s'est inspiré des meilleures pratiques dans d'autres villes au Québec? Oui. On a fait vraiment une analyse de tout, des villes aux alentours, des plus grandes villes, de celles qui étaient les plus innovantes. Donc, on a fait vraiment un repérage et on a utilisé, en fait, ce qui se faisait et ce qui fonctionnait dans les autres villes. On fonctionne souvent comme ça, d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de l'ajuster à la couleur de notre communauté. Est-ce qu'il est plus sévère ou moins sévère que d'autres types de réglementations comme ça au Québec? Je vous dirais qu'il est dans la moyenne supérieure parce que fermement une intention de l'appliquer. Certaines villes ont un règlement et vont le gérer par plainte. Nous, il y a clairement une intention de l'appliquer et d'accompagner les citoyens, d'accompagner les entrepreneurs pour réduire de façon efficiente leur utilisation, leur dépendance aux pesticides à des fins esthétiques. Bon, en même temps, et on le voyait au dernier conseil, il y a une entrepreneur qui disait « Ouais, mais vous ne pouvez pas leur pousser de quelques mois. » Mais en même temps, la conseillère Jessica Racine-Lehoux dit « Écoutez, c'est pas comme si on ne le savait pas. Là. Ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Il y a eu un avis de motion. Donc, c'est pas une surprise que ce règlement-là a été voté. » Et visiblement, je pense que le conseil, Mme Bouchard, a fermé la porte assez rapidement là-dessus. Donc, maintenant qu'il est adopté et qu'il sera en vigueur le 1er juin, pour les citoyens qui nous regardent, je ne parle pas des entreprises, les citoyens, qu'est-ce que ça va changer dans leur vie, ce nouveau règlement-là? En fait, ça va changer la façon, premièrement, le regard, qui est la première chose à changer. Un gazon qui contient des pissenlits, qui contient du trèfle, qui a une certaine biodiversité, c'est quelque chose qu'on accepte à vivre avec. Là. Donc, il y a la notion de la pelouse parfaite qui va devenir un petit peu suspecte comme type de terrain. C'est un paradigme à changer. Oui. Clairement. Et c'est un paradigme qui est hyper important à changer parce que les pesticides, et on le sait, c'est quelque chose qui a fait qui a été beaucoup dans l'actualité ces dernières années. Ça a un impact au niveau de la biodiversité, les pollinisateurs, l'utilisation de néonicotinoïdes, tout ça, sur la santé. On le sait qu'il y a de plus en plus de documentation ou d'études qui prouvent l'impact des pesticides sur la santé. En même temps, on peut peut-être tracer un certain comparable. On regarde depuis plusieurs années, surtout au printemps, parce que c'est marquant visuellement. On se promène, on regarde nos propres terrains, qui dans certains cas sont beaux, d'autres des fois un peu moins. Mais quand on regarde les parcs municipaux, qui sont pleins de pissenlits, au début, ça frappe un peu. Après ça, on les rase, puis rendu au mois de juillet, ça paraît plus trop. Ça paraît plus. Ça, c'en est un, dans le fond. On s'est habitué à voir nos parcs municipaux, dans le fond, qui sont presque
plus entretenus, c'est ça? En fait, ils sont entretenus. Entretenus, mais ils pas... sont entretenus. Mais sans pesticides. Mais ça fait presque 20 ans que la municipalité et que toutes les municipalités au Québec n'utilisent plus de pesticides sur leur propriété. En fait, depuis le Code de gestion des pesticides de 2003, le gouvernement a demandé à tous les propriétaires, en fait, toutes les propriétés gouvernementales, incluant les municipalités aussi, qu'elles servent à titre d'exemple de ne plus utiliser de pesticides. Okay. Donc, première chose, on dit il faut changer un peu notre culture de la pelouse parfaite. Oui. Deuxièmement, si j'ai quand même des trucs, est-ce que je peux quand même faire en sorte d'enlever certains mauvaises herbes? Ou bref, c'est quoi les trucs qu'on va me donner pour que je puisse quand même l'entretenir, pour qu'il soit quand même beau pareil, sans pesticides? Oui, on a développé toute une gamme de... En fait, il y a une boîte d'outils qu'on va mettre disponible sur le site Internet de la Ville, notamment un guide pour la gestion des pelouses qui nous donne certaines étapes, là, ce qui doit être fait pour avoir une pelouse en santé, pour avoir un sol qui est sain, pour avoir... ça passe du terrautage à la hauteur de coupe, entre autres, du gazon, pour l'aider à résister aux sécheresses, la gestion de l'arrosage aussi. Celui-là, évidemment, on va proposer d'en faire le moins possible. Il y a de l'amendement avec du compost. Il y a toutes sortes de choses qui vont être disponibles aux citoyens là, dans une approche écologique de la gestion des pelouses. Il y a plusieurs années, on a appris à recycler. Fait que là, c'est comme s'il faut réapprendre à réentretenir notre pelouse autrement. Oui, oui. Là, je donne un cas de figure parce que, bon, moi, j'ai déjà entretenu ma propre pelouse, puis depuis quelques années, j'ai un entrepreneur qui fait ça. Je me dis, je fais affaire avec un entrepreneur, donc lui, il connaît la réglementation. Mais pour un citoyen qui ne l'entretient pas avec un entrepreneur, si je m'en vais à la pépinière ou dans une grande surface acheter un produit, j'imagine qu'ils vont m'avertir que je peux m'en servir ou je peux pas m'en servir, ou ils vont me le vendre pareil ou ils n'ont pas le droit de me le vendre? En fait, dans la réglementation, il n'y a rien qui concerne la vente des pesticides. Par contre, nous, avec nos patrouilles vertes cet été, nous allons rencontrer les quincailleries qui vendent des pesticides pour les informer sur cette réglementation. Là, ils auront aussi des éléments publicitaires pour pouvoir informer les clientèles de la réglementation en place. Parce que parfois, on a l'impression d'être un peu comme à la pharmacie où il y a des produits qui sont en vente libre, mais il faut demander la permission aux pharmaciens, genre des gravoles. Bon. Oui. Souvent, quand on allait à la pépinière dans les dernières années, il y avait comme une zone barrée là, où il fallait demander le préposé qui nous explique, non. Puis là, il nous le vendait après. Là. Oui. Mais ça, ces produits-là, on a-tu encore le droit de s'en servir ou dans le fond, ils seront proscrits? Ces produits-là demanderont pour la plupart un permis pour pouvoir l'utiliser. Donc, moi, je pense qu'en cas de doute, ce serait de regarder quel est ce produit-là. Il y aura des listes qui sont disponibles, qui sont déjà sur le site Internet, sur les produits actifs qui sont autorisés et ceux qui sont plus nocifs. Puis on parle de biopesticides, en fait, qui sont autorisés. On dit l'emploi des biopesticides et des pesticides à faible impact reste autorisé sans avoir besoin d'un permis. Donc, question très technique. C'est quoi ça, un biopesticide? Un biopesticide, c'est un pesticide qui est, c'est ça, comme la définition dit, qui a moins d'impact, donc qui est plus avec des bactéries ou en tout cas des produits beaucoup moins nocifs et qui sont en vente libre. Là. Donc, Donc, si je vais à la pépinière ou chez Rona ou Berger ou peu importe, là, où on va pouvoir vous donner ce type de produit-là. Ce type de produit-là. Oui. Vous dites aussi, bon, on comprend évidemment que les terres agricoles, les terrains de golf ne sont pas visés par cette réglementation-là. Donc, eux vont pouvoir continuer d'utiliser ce qu'ils utilisent normalement. Donc, ils ne sont pas couverts par la réglementation. Oui. Mais vous dites aussi, il sera possible d'obtenir un permis temporaire, gratuit, d'application de pesticides pour contrôler une infestation. Prenons l'exemple des sympathiques vers blancs qui peuvent, disons, me churer un terrain assez rapidement. Donc, disons que j'ai une infestation de vers blancs. Je pourrais demander à la municipalité un permis temporaire pour utiliser les produits? Oui. Oui, effectivement, il y aura possibilité de venir chercher un permis temporaire. Et là, il y a une discussion qui va se faire avec les inspecteurs en environnement qui seront en poste pour accompagner le demandeur pour voir un peu qu'est-ce qu'il pourrait faire autrement pour éviter que cette infestation-là survienne. L'autre chose qui sera aussi évaluée, c'est la question de savoir si c'est une menace à l'intégrité. Donc, est-ce que ça constitue vraiment une menace comme situation?
Donc, c'est les éléments qui seront évalués avant d'émettre un permis temporaire, effectivement, pour intervenir. Bon, on dit aussi les entrepreneurs qui procèdent à l'application de pesticides, de biopesticides ou de pesticides à faible impact doivent s'inscrire au registre municipal. Oui. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que les entrepreneurs qui sont actifs sur le territoire, donc ils vont offrir leurs services aux citoyens d'entretien de pelouse, de traitement de pelouse ou de traitement de la propriété externe. On ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur ou les exterminateurs et tout ça. On est vraiment au niveau du terrain. Ils auront à s'inscrire, donc à venir voir la ville pour avoir je me souviens comment on appelle ça, mais un certificat donc d'autorisation pour pouvoir agir. Et nous allons évaluer s'ils ont les permis du ministère de l'Environnement. Si leurs employés ont suivi la formation, on va leur demander aussi à la fin de l'année qu'ils nous remettent un registre de ce qui aurait été utilisé. Et les citoyens vont pouvoir aller voir cette liste-là qui sera sur le site Internet. Donc, moi, si j'embauche un entrepreneur, je vais pouvoir lui demander s'il a son certificat d'enregistrement annuel de la Ville de Saint-Jean. Et vous pourrez aller voir sur le site si effectivement il a son Donc, ça va me dire qu'il connaît la réglementation et qu'il est certifié par la Ville. Oui. Bon, là, il va y avoir aussi à la fin du mois d'avril une conférence pour nous expliquer un peu une pelouse écolo, c'est beau. C'est le titre de la conférence. Donc, conférence le lundi 25 avril, 19h, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, par Edith Smithers. Oui, Smithers, oui. Qui est-elle? Madame Smithers est, en fait, elle est vraiment une pionnière en termes de réglementation sur les pesticides. C'est elle qui avait développé un premier règlement dans la ville de, si ma mémoire est bonne, c'est Hudson, il y a une vingtaine d'années. Donc, elle est vraiment là, une experte dans ce domaine-là sur la pelouse écologique, sur les approches écologiques. Bon, si vous voulez évidemment y assister, vous allez avoir les informations d'ici la fin du mois. Et si vous ne respectez pas la réglementation, il y a des amendes pouvant aller de 200 à 1 000 $ pour une personne physique ou de 1 000 à 2 000 pour une personne morale, donc une entreprise. Dernière question. Parce qu'on dit, il y a déjà des lois au fédéral, au provincial. Oui. Là, maintenant, c'est une réglementation municipale. Oui. Et on dit que c'est un premier pas pour nous mener vers une ville zéro pesticide pour 2030. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui va rester à faire entre 2022 et 2030 pour qu'une ville comme Saint-Jean soit zéro pesticide? Bien, je pense que c'est l'accompagnement des citoyens pour qu'on apprenne à gérer autrement nos pelouses, qu'on change notre regard puis qu'on a une certaine tolérance. En fait, que nos terrains deviennent un peu, bon, peut-être pas comme ceux de la ville parce qu'il y a quand même d'autres façons d'intervenir, mais qu'on a un peu plus de tolérance sur l'approche de la pelouse. Là. Donc, le syndrome de la pelouse parfaite, il faut remettre ça derrière soi. Oui. Un paradigme a changé. On peut entretenir autrement avec des produits alternatifs. Oui. C'est apprendre quelque chose de nouveau. Nouvelle réglementation en vigueur à Saint-Jean à compter du 1er juin. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici François Trépanier. Pendant que mon collègue Alex est en route vers le NASCAR aux États-Unis, moi, je rends hommage à un grand de l'industrie sportive. Richard Leblanc de Richard Leblanc Sport est avec nous et William Julien rapidement. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous savez, c'est ça la beauté de vieillir, c'est que finalement, on apprend tout le temps de nouvelles choses.
Et là, aujourd'hui, moi-même, j'apprends un nouveau sport que je ne connaissais pas et qu'on va vous faire découvrir. Et c'est un sport qui, actuellement, est pourtant est pratiqué dans la région, qui a même une consonance provinciale, voire nationale. Puis un peu plus tard, on parlera même d'une participation à un championnat mondial qui va se tenir en France un peu plus tard dans l'année. Je parle ici de horseball. Cheval, ballon, qu'est-ce que c'est? On en parle avec Julie Bourbeau, qui est la présidente de Horseball Canada. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous n'êtes pas une nouvelle venue dans le monde des chevaux, là? Non, non. J'ai commencé à monter à cheval, j'avais peut-être 13 ans. J'ai fait beaucoup de concours complets, d'équitation classique. Concours complets, beaucoup. J'ai arrêté après ça pour avoir les enfants. Et puis, il y a une quinzaine d'années, une amie m'a parlé du horseball. On parle cheval Québec, cheval ballon, horseball. C'est un sport qui a été débuté en France. Alors, ça prend les Français pour appeler ça horseball, évidemment. Évidemment, oui. C'est là qu'on voit le lien. Et puis, c'est un sport qui a commencé là-bas il y a peut-être une cinquantaine d'années. Et puis, qui a été après ça diffusé beaucoup en Europe. Ils ont plusieurs milliers d'adeptes en Europe. Il y a des gros championnats. Et nous, on a commencé en 2004. Des amis dans une écurie à jouer avec ça. C'est une dame qui s'appelle Lucie Anger, qui est de la région, qui a commencé ça. Et puis, tranquillement, pas vite, on a fait venir des athlètes européens qui sont venus nous aider. Ouais. Pour vous montrer un peu pour nous montrer comment ça fonctionnait. Parce que là, on parle de 2004. Il n'y a pas trop de YouTube, il n'y a pas trop de tutoriels sur Internet à ce moment-là. Alors, ils sont venus nous aider. On a débuté nos équipes. Puis, première chose qu'on a su, 2008, notre première participation à la Coupe du monde avec 6 joueurs. Ah, ouais. Et puis, dont laquelle je faisais partie. Et puis, après ça, on a continué de développer des jeunes. Puis, donc, au moment où vous découvrez ça, où on essaie d'implanter ça ici au Québec, au Canada, en 2004, à ce moment-là, ailleurs au pays, ça n'existe pas. Non. Donc, on est un peu des pionniers ici, là. Oui, tout à fait. Oui, sinon, même aux États-Unis, il y en avait-tu? Non, il n'y en a tant pas. non plus. Non, on est le premier pays en dehors de l'Europe à pratiquer le horseball. Alors, en 2008, quand on est arrivé à la Coupe du monde, on était les premiers Nord-Américains à participer. Qu'est-ce qu'on sait des origines du horseball? Vous nous dites, bon, c'est inventé en France il y a une cinquantaine d'années. C'est quoi? C'est une gang de Français. Ils se sont dit, un jour, on a des chevaux, on va prendre un ballon, puis on va s'amuser, puis on va faire un jeu avec ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'on connaît les origines? Oui. Ça tire... le horseball tire son origine du bouchkassi afghan. Alors, vous savez, le jeu qu'on voit un peu barbare, où on s'arrache une chèvre dans les plaines afghanes, l'origine vient de là. Par la suite, il y a les Argentins qui ont un sport qui s'appelle le pato, qui veut dire canard. Alors, à l'époque, ils avaient un canard mort, je crois, dans un ballon de cuir sur lequel il y avait des poignées. Et puis, on essayait de s'approprier le sac de cuir avec le canard pour le tirer dans un filet. Et puis, les Français, par la suite, ont développé, ont raffiné un peu, si on veut dire, on peut dire ça comme ça, le sport pour en faire le horseball, qui est un petit peu plus réglementé, qui vise beaucoup la sécurité des chevaux, la sécurité des cavaliers, et qui est un sport d'action, de stratégie, qui est tout à fait enlevant maintenant. Bon, là, on le voit d'ailleurs, vous avez sur vous un ballon dans lequel il y a des courroies. Oui, il y a 6 On comprend que les courroies sont là, dans le fond, pour attraper le ballon quand il est quoi? Quand il est par terre? Quand il est au sol. Alors, la particularité du horseball, c'est un sport qui se joue en équipe, 4 contre 4, avec un ballon, qui est un ballon de soccer de taille 4, régulier, avec un harnais, avec 6 poignées. Okay. Les poignées, on s'en sert surtout quand le ballon est au sol, parce que quand le ballon est au sol, le cavalier se penche sans mettre pied à terre pour ramasser le ballon. Les passes se font en tenant le ballon par-dessus les poignées. Les poignées vont servir aussi pour faire les touches, quand on va envoyer le ballon en touche, un entre-deux, un peu comme au basketball, si on veut, et pour faire les arrachages, parce qu'on a le droit d'arracher le ballon au porteur de ballon pour aller compter. Et quand le cavalier ramasse au sol le ballon, là, les pieds ne débarquent pas de l'étrier. Non. Ils restent attachés, là. C'est ça. Il y a deux pièces d'équipement particulières pour le horseball, le ballon et la sangle de ramassage. Le reste de l'équipement... La sangle de ramassage. Oui, sangle de ramassage. Alors, cette sangle de ramassage-là, c'est un morceau de cuir avec des boucles qu'on attache d'un côté après l'étrier, la selle. On passe sous le ventre du cheval et on attache après l'autre étrier.
Ce que ça fait, c'est quand on veut ramasser, ça empêche notre jambe de passer par-dessus la selle. Ça sert de levier pour pouvoir se pencher, ramasser et se relever sur la selle du cheval. Vous avez dit un mot tantôt, vous avez dit le mot basketball. Oui. Parce que là, vous dites que c'est un ballon de soccer, Oui. mais vous avez dit le mot basket. Parce que tantôt, moi, quand je suis arrivé en studio et je tentais d'expliquer à mon réalisateur ce que c'était, parce que souvent, on a l'image un peu des Anglais qui sont avec des chevaux puis avec comme le petit bâton. Là. Oui, le polo. Le polo. Puis là, je t'ai dit, ben non, j'ai dit, c'est comme une partie de basketball, mais à cheval. Un peu, C'est oui. un peu ça, parce que Oui. là, il y a des filets aux extrémités du terrain. Oui. Puis l'objectif, c'est de mettre le ballon dans le panier. Oui. Alors, en gros, là, le horseback, ça se joue sur un terrain de 65 mètres de long par 25 mètres de large. L'équivalent de quoi? L'équivalent 100 de... par 200 pieds, à peu OK. près. 2 buts à chaque extrémité. Les buts sont à 3,5 mètres au-dessus du sol. Ce sont des buts ronds. Un peu comme Harry Potter, le Quidditch. Oui, là. c'est vrai. Alors, ceux qui peuvent imaginer ça. Alors, oui, c'est comme un peu le basketball, c'est 4 contre 4. On doit faire 3 passes entre 3 joueurs différents avant de pouvoir compter un but. OK, C'est OK, une des OK. règles. Un joueur n'a pas le droit de garder la balle plus que 10 secondes entre ses mains. Alors, pour cette raison-là, c'est un sport qui va vite parce qu'on passe le ballon à son coéquipier souvent. D'abord, ça déstabilise les méchants. Puis, ça nous permet d'éviter d'avoir ce 10 secondes-là. Alors, avant de pouvoir compter 3 passes à 3 joueurs différents dans le but, ça s'apparente un petit peu au hockey aussi parce que dans les entraînements, il y a beaucoup de pratiques de patron. On va pratiquer, on va avoir des stratégies. Alors, toi, tu pars, je te lance à toi, l'autre va aller croiser, tu lui relances à lui. Alors, il y a des patrons qu'on pratique, qu'on essaie de mettre en place lors des matchs. Comment on contrôle le cheval? Vous allez me dire que le cheval, il est probablement, quand il est entraîné, il est habitué de se faire diriger, mais là, on est dans une partie où on va à gauche, à droite, on avance, on recule. Je veux dire, comment le cheval se laisse-t-il diriger par le cavalier? Ça prend des chevaux, évidemment, qui, quand on arrive à un niveau plus haut, c'est des chevaux qui connaissent le jeu. Ah oui, à ce point-là. Oui, parce qu'on les commence, on les désensibilise au ballon. D'abord, juste le fait de se lancer un ballon, les chevaux, des fois, sont un peu surpris Ouais. par ça. Alors, dans les plus bas niveaux, on désensibilise le cheval. Rendu dans les niveaux plus hauts, c'est sûr que les chevaux deviennent très, très habitués au poids du cavalier. La jambe est très importante. Et puis, les rênes sont attachées. On a un nœud. On fait un nœud qu'on attache. Et puis, on dirige vraiment le cheval avec une main, à gauche et à droite. Mais souvent, quand on est en ligne droite, il n'y a pas de main sur les rênes. Alors, c'est par en avant, pas de main sur les rênes. Mais les chevaux et les cavaliers, c'est un entraînement aussi, là. C'est beaucoup de dressage pour les chevaux. Maintenant qu'on sait c'est quoi, on comprend mieux, on revient à ça. Donc, ça existe en France depuis 50 ans, des années 50. Vous amenez ça ici au Canada en 2004, dans la région ici, parce que vous êtes Oui. de Napierville. Oui. Donc, vous pratiquez ce sport-là dans le coin, là. Oui. Alors, on a débuté dans la région de Mingford avec Lucie Anger en 2004 dans la région de Mingford. On a eu des équipes qui se sont formées par la suite à Napierville. Il y a des équipes qui se sont formées dans la région de Saint-Lazare. Alors, actuellement, on a des équipes vraiment dans la région ici, Hemingford, Napierville, Saint-Lazare, Les Cèdres, Notre-Dame de l'Île-Pérou. Donc là, vous avez comme une petite ligue locale, c'est ça? Oui. On a une ligue provinciale, actuellement. Oui. Ce qui arrive, c'est qu'on a plusieurs joueurs qui ont commencé jeunes, qui sont maintenant rendus à des niveaux plus élevés parce qu'ils ont pratiqué depuis plusieurs années. Ce qui fait que maintenant, on a des joueurs qui sont très, très bons et qui jouent à l'international. Alors, on a eu une première cuvée qui a joué à l'international en 2008. Nos enfants ou nos jeunes qu'on a amenés plus haut ont fait l'équipe canadienne en 2016. On a envoyé 2 équipes au Portugal à la Coupe du monde en 2016. Et cette année, le Canada envoie encore 2 équipes, cette fois-ci en Normandie, en France, à l'été au mois d'août en 2022. Oui. Et à ce championnat mondial, il y a combien de pays de représentés? À la Coupe du monde, doit y avoir 12 pays, 12 ou 13 pays qui sont représentés. Dans les pays émergents, il y a évidemment le Canada, mais là, on commence à être un peu... On est les plus vieux des émergents, on est les moins émergents des émergents. Il y a le Mexique, le Brésil, le Venezuela qui commence. Il y a les États-Unis qui vont présenter une équipe. Je pense qu'il y a le Japon qui commence à s'intéresser.
Alors, il y a des pays, l'Israël commence à s'intéresser aussi. Alors, de plus en plus, il y a des pays émergents. C'est vraiment... Puis nous, le Canada, on est-tu pas pire? On se comporte bien? Des pays émergents, on est les meilleurs. Ouais. Okay. On est très bons. Évidemment, c'est très difficile de compétitionner contre les joueurs européens qui ont un système équestre qui est complètement différent. Les enfants commencent en club, qu'on appelle dans les poney clubs, très jeunes, apprennent à jouer au horseball très jeunes. Alors, quand ils arrivent à 20 ans, 21 ans, ils ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Ils ont un bassin de chevaux qui est beaucoup plus productif que nous. Alors, c'est difficile de compétitionner contre eux. Et en plus, nous, quand on va à l'international, on n'amène pas nos chevaux. C'est beaucoup trop dispendieux de faire voyager 16 chevaux. Alors, on loue des chevaux là-bas. Ah oui. Alors, on part avec un certain désavantage parce qu'on a des bons chevaux, mais ce ne sont pas nos chevaux, ce sont des chevaux qui sont loués. Alors, déjà, on a un désavantage, mais on s'en tire quand même très bien. Le championnat mondial est prévu pour quand? Du 15 au 20 août, dans un village qui s'appelle Saint-Lô, en Normandie, en France. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci de nous avoir fait découvrir ce sport qui a pris naissance ici même dans la région, pour ce qui est évidemment de l'Amérique du Nord. On comprend que ça commence à faire des petits un peu. Oui. Puis bref, il y a peut-être de futurs adeptes qui vont s'intéresser au horseball. Bien, je les invite à visiter le site Internet, la page Facebook. On est toujours disponible là, pour aider ceux qui voudraient commencer. Merci beaucoup et surtout bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici François Trépanier. Pendant que mon collègue Alex est en route vers le NASCAR aux États-Unis, moi, je rends hommage à un grand de l'industrie sportive. Richard Leblanc de Richard Leblanc Sport est avec nous et William Julien rapidement. Manquez pas ça. Un peu comme on le fait à tous les ans, à ce moment-ci de l'année, Journée de la Terre, le week-end du 23-24 avril, opération Grand nettoyage à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a besoin de bras, on a besoin de bénévoles pour nettoyer un peu le centre-ville, mais aussi dans vos propres quartiers. Bref, vous pouvez vous investir dans cette mission. Vous avez un lien Internet, évidemment, pour vous inscrire. À demain. Bye-bye.